Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'Alexandre le Grand, qui poursuit son voyage en direction de l'Inde après avoir soumis l'Empire perse. La raison qui pousse le conquérant à se rendre en Inde est motivée par l'ambition de se rendre où personne ne s'est rendu à l'exception des dieux, tout en voulant faire reconnaître son autorité et soumettre Poros, mais également remplir ses magasins en prévision d'une expédition encore plus lointaine. Il est clair tout d'abord qu'Alexandre le Grand devait répondre à l'appel du prince de Taxila, menacé par son puissant voisin Poros. Il semblerait également que persuadé que l'Indus était la partie supérieure du cours du Nil, Alexandre le Grand s'imaginait ramener son armée en Égypte par le chemin le plus court et le plus facile. Voulant en savoir plus sur l'expédition de l'Inde, venez avec moi. À l'été et l'automne 327 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand s'occupe de rassembler au sud de l'Hindu-Kush une armée cosmopolite de 120 000 hommes, dont de nombreux marins venus d'Égypte et de Phénicie. La conquête de l'Inde demeure encore un mystère. On voit plusieurs raisons à cette expédition. Avant tout, il est clair qu'Alexandre le Grand devait répondre à l'appel du prince de Taxila, menacé par son voisin Poros. Mais cela n'appelait pas de tels préparatifs. On admet également que le roi souhaitait resserrer les liens entre occidentaux et orientaux en les engageant dans une entreprise militaire commune. Mais cela pouvait se faire dans les limites de son empire, où au-delà de l'ancien empire perse subsistaient de vastes zones insoumises. Il semblerait plutôt que persuadé que l'Inde était la partie supérieure du cours du Nil, Alexandre le Grand s'imaginait ramener son armée en Égypte par le chemin le plus court et le plus facile. Toujours est-il qu'il se lance dans des terres à peu près inconnues, où les Perses n'avaient jamais exercé qu'une autorité éphémère ou nominale. Héraclès ne sent plus ses pieds. Voilà des heures qu'il marche dans la neige. Il a rejeté son bouclier derrière son dos pour se protéger du vent mordant. S'est emmailloté les pieds dans des peaux de bêtes et a recouvert sa cuirasse de couverture chapardée dans un village. Il fait trop froid, même pour un natif des rudes plateaux de Thrace. Et à 3000 mètres d'altitude, le manque d'oxygène coupe le souffle. Piètre réconfort, les milliers de soldats qui accompagnent dans sa terrible col de Khyber, porte de l'actuel Afghanistan, ne sont pas mieux lotis. À défaut de paille au bivouac, ils auront l'espoir de l'autre côté de l'étroit défilé, dont la largeur n'excède pas 3 mètres par endroit, les attend un fabuleux royaume. Il est peuplé, dit-on, d'hommes à tête de chiens, de fourmis grosses comme des renards, et ses torrents charrient des pépites d'or pur. À environ 100 kilomètres de là, une autre colonne piétine péniblement au cœur des montagnes. Cette légende est celle qu'Alexandre le Grand veut suivre. Il veut conquérir l'Inde et marcher sur les traces d'Héraclès. Assis sur son bon vieux bucéphale, Alexandre le Grand regarde passer les milliers d'hommes qu'il a patiemment rassemblés à Babylone. Le roi de Macédoine réalise enfin son rêve, conquérir l'Inde. Alexandre le Grand a lu les récits merveilleux de l'historien Ctésias de Cnide. L'Inde est aussi, comme lui a enseigné son vieux maître Aristote, la source de la philosophie et le bout du monde. Le conquérant de 25 ans, qui lit chaque jour un passage de l'Iliade d'Homère, ne perd pas de vue les exploits du bouillant Achille, son modèle. Les sommets de l'Hindu-Kush, 2 fois plus hauts que l'Olympe, ne sont pas de taille à arrêter le conquérant macédonien. En cette fin de printemps 327 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a rassemblé pour sa conquête de l'Inde la plus grande armée qu'il n'ait jamais commandée, 120 000 hommes, dont un quart seulement de Macédoniens. Le reste des troupes est constitué de phalangistes perses issus de l'ex-armée du grand roi Darius III, entraînés à la grecque et commandés par des officiers macédoniens, et de troupes légères locales qu'Alexandre le Grand a pu apprécier aux batailles d'Issos et de Gaugamélès contre le souverain achéménide. Parmi ces nouvelles unités, les plus célèbres sont les hippacontistes, qui désignent dans les armées d'Alexandre le Grand les archers à cheval. Leur nombre augmentera régulièrement jusqu'à atteindre plusieurs centaines de cavaliers, recrutés principalement en Sogdiane et Bactriane. L'armée est accompagnée de 15 000 chevaux, de milliers de bêtes de somme, de buffles, de dromadaires et de centaines de chariots pour le matériel de siège. C'est pour permettre à cette grande armée de se ravitailler dans des contrées hostiles qu'Alexandre le Grand l'a scindée en deux, et Phaïstion et Perdiccas mènent la première vers l'Inde par le col de Khyber. Plus au nord, Alexandre le Grand chevauche par le col Kawak,
Puis prenant pour base la 13e Alexandrie qu'il a fondée 2 ans plus tôt en Bactriane, il entreprend de pacifier la région. Pas facile, hein, car les guerriers sont redoutables. Alexandre le Grand y gagne 2 graves blessures par flèche, mais finit par faire jonction sur l'Inde avec son premier corps d'armée. Là sûrement à Ouint, actuel Pakistan, il apprend la sombre nouvelle. Héphaïstion, son compagnon de toujours, est mort de maladie. Cependant, Alexandre le Grand n'a pas le temps de s'attarder à pleurer son ancien compagnon. Il doit recevoir les délégations des royaumes voisins qui viennent faire leur soumission. Ambige, roi de Texila, offre ainsi son hommage, mais aussi des vivres, de l'argent et un contingent bienvenu. Car Alexandre le Grand a laissé de nombreuses garnisons dans les montagnes. Mais cette prodigalité n'est pas gratuite. Le roi de Texila est menacé par son puissant voisin, le royaume de Porouva, dirigé par un certain Poros. Et c'est précisément dans cette direction que l'armée du grand conquérant se dirige après un temps de repos à Texila. 15 jours sont passés et l'armée d'Alexandre le Grand aborde l'Impasse. Pas question de passer cet affluent de l'Inde et à la dimension de l'Inde, large de plusieurs centaines de mètres, impétueux et grondant. Surtout Poros l'attend de l'autre côté, en ordre de bataille. Alexandre le Grand décide alors, selon le mot d'Arien, de voler son passage par la ruse. Il ordonne à son armée de construire un camp et claironne qu'il attend une décrue, prévue dans plusieurs semaines. Simultanément, Alexandre le Grand fait explorer l'amont et l'aval du fleuve par une petite flottille de bateaux qu'il a fait construire, afin, dit Arien, d'empêcher Poros de concentrer ses forces à un point plutôt qu'à un autre. La supercherie dure 6 ou 7 semaines, ce qui finit par lasser les éclaireurs indiens. C'est ce qu'attendait Alexandre le Grand. Il a repéré un coude sur le fleuve, bien caché par une île boisée. C'est là qu'il va embarquer ses troupes sans être repéré. Pour cela, il charge Crateros, général expérimenté, de simuler la présence de l'armée au camp principal, avec un corps de troupes combinées, cavalerie, phalange, troupes légères, alliés indiens, puis de passer le fleuve une fois la bataille entamée. Laissant à mi-chemin 3 autres corps combinés, Alexandre le Grand traverse le fleuve avec le reste des troupes, pas plus de 10 000 hommes. Les Indiens, distants d'une quinzaine de kilomètres, sont surpris. Un détachement mené par un des fils de Poros tente de s'interposer. Il est écrasé. Mais Poros ne se laisse pas abattre. Il fait déployer ses 35 000 hommes dans la plaine de Kari, un vaste espace large d'environ 8 kilomètres, et place tous les 30 mètres des éléphants de guerre sur plusieurs rangs, comme dans un plan de ville, explique Arien. Les éléphants étant les tours, les masses de soldats constituant les murs. La formation est astucieuse. Poros sait que ces 200 éléphants effrayeront les fantassins adverses, peu familiers de ces monstres et terrorisant les chevaux. Sur ses ailes, Poros place sa cavalerie et 300 chars lourds. La bataille peut commencer. Face aux 35 000 fantassins, aux 4 000 cavaliers et aux 200 éléphants de Poros, Alexandre le Grand aligne 6 000 à 7 000 fantassins et un peu plus de 4 000 cavaliers, ainsi que quelques troupes légères. Le reste, 3 000 à 4 000 cavaliers et plus de 10 000 fantassins, sont encore de l'autre côté du fleuve attendant le début de la bataille pour traverser. Malgré la disproportion des forces, c'est Alexandre le Grand qui prend l'initiative en envoyant 1 millier d'archers montés site arroser la cavalerie de la gauche indienne. Surprise, en cours de déploiement, cette dernier lâche pied quand le Macédonien, exploitant son coup d'œil, lui tombe dessus avec toute sa cavalerie. L'aile droite indienne tente de secourir l'aile gauche et passe derrière les fantassins de Poros. Mais elle est suivie par 2 corps de cavaliers grecs qui la percutent alors qu'elle est déjà engagée par Alexandre et ses compagnons. Les survivants se réfugient dans les rangs de l'infanterie. Poros n'a plus de cavalerie. Poros tente alors de redéployer ses éléphants contre la cavalerie grecque, mais déjà les phalanges fixent sur place les carrés indiens. Il semble un temps que les pachydermes dressés pour la guerre vont balayer les piques à coup de défense, mais Alexandre le Grand a doublé ses phalanges d'excellents javelins qui transforment les éléphants indiens en porcs-épics et tuent leurs dirigeants. La bête, blessée et privée de pilote, panique, rendue fou par les cris et l'agitation. Les éléphants se mettent à écraser indistinctement amis et ennemis, raconte Arien.
avec cette différence que les Macédoniens ont l'espace pour s'écarter quand l'un d'entre eux charge, alors que les Indiens, serrés les uns contre les autres, sont massacrés sur place. Pendant ce temps, Alexandre le Grand et sa cavalerie multiplient les charges, d'abord sur la gauche de l'armée indienne, puis sur ses arrières. Bientôt, c'est la panique totale. Les Indiens s'enfuient, mais sont rapidement attaqués par les troupes de Cratéros qui ont traversé. Ce jour-là, 3000 cavaliers et 12 000 fantassins indiens meurent. Mais l'armée d'Alexandre le Grand perd aussi plus d'1 millier d'hommes, dont beaucoup de vétérans macédoniens, et compte près de 5000 blessés. Au soir, Poros, encerclé et affaibli par 9 blessures, finit par tomber de son éléphant. Alexandre le Grand lui demande « Comment veux-tu être traité ?» Comme un roi, il répond. Touché par ce courage, Alexandre le Grand le fait soigner et le réinstalle sur son trône, élargissant même son territoire. Cette apparente maniabilité cache-t-elle autre chose? Alexandre le Grand a sans doute jugé préférable de composer pour sécuriser ses arrières, car il veut aller toujours plus loin, à l'est, au-delà du Pendjab, le pays des 5 rivières. Il a déjà passé l'Idpass, franchi le tumultueux Assinès, puis le Passide Adriaote. Chaque traversée annonce un nouveau royaume à conquérir au fil de l'épée. Bataille après bataille, les effectifs fondent et la lassitude s'installe. Depuis le début de la campagne indienne, l'armée a livré une demi-douzaine de batailles majeures, des centaines d'escarmouches, des dizaines de sièges, semant mort et désolation sur son passage. Ptolémée, la source principale d'Arien, ne parle guère des pertes grecques, comme s'il ne voulait pas trop insister sur le lourd tribut humain que les Macédoniens doivent payer. En arborant le quatrième fleuve, l'Iphase, l'armée cale le discours d'Alexandre le Grand pour encourager et motiver ses troupes à aller encore plus loin ne donne pas l'effet escompté. Au lieu de l'acclamation attendue, c'est le silence total dans les rangs. Finalement, le général Quanos ose, au nom de ses camarades, demander à Alexandre le Grand de renoncer à son projet indien. Furieux, le conquérant s'enferme dans sa tente 2 jours entiers. Relit-il l'Iliade? Pleure-t-il sur ses rêves perdus? Aucun des 5 auteurs antiques, Diodore, Plutarque, Arien, Cancurse et Justin, qui ont écrit sur cette expédition, ne le disent. On sait seulement qu'il en sort pour tirer un trait sur sa campagne indienne. Le retour est presque aussi dur que l'aller et s'accomplit par 3 chemins, les impératifs du ravitaillement encore. En octobre 326, Alexandre le Grand confie à l'amiral Néarque une flotte d'une centaine de navires transportant 2000 marins et 12 000 soldats avec pour destination Armozia, l'actuelle Hormuz. Une deuxième colonne part via Alexandrie, d'Arconzi. Alexandre le Grand lui-même entraîne les 12 000 hommes restants le long des côtes de la mer d'Oman. Le voyage de retour tourne au calvaire. La colonne affronte non seulement les tribus guerrières qui infestent les régions, mais encore le terrible désert du Marcan, où seule eau est celle des marécages. Après 2 mois et 700 kilomètres de marche, la moitié des hommes sont morts. En 327 avant Jésus-Christ, l'Inde est fractionnée. À l'ouest, la vallée de l'Indus, une partie de l'Afghanistan actuel et du Pendjab sont sous contrôle perse depuis le 5e siècle. Mais des royaumes autonomes tels que Poséloatis, Massaga et Taxila s'y sont développés. À l'est du Pendjab se trouve le royaume de Poros. Plus au sud, dans la basse vallée de l'Indus, le Sindhu est divisé en plusieurs royaumes. Plus à l'est, dans la vallée du Gange, le puissant royaume de Magda, capitale Pataputra, actuelle Penta, décline. Enfin, le sud de la péninsule est constitué d'une myriade de royaumes en guerre incessante. À leur départ en 325 avant Jésus-Christ, les Macédoniens laissent des garnisons en Bactriane et au Gotara. Éphémère domination. Mayura, un aventurier à la tête d'une armée de bergers, s'empare de Mangda en 320 avant Jésus-Christ. En 15 ans, ce jeune conquérant envahit la vallée du Gange et du Pendjab, bouscule les quelques colonnes gréco-macédoniennes. Séleucos Ier, héritier d'Alexandre le Grand, renonce à récupérer ses territoires devant la puissance du nouvel empire Maurya. En 2 générations, les héritiers de Maurya, Bintsura et Asoka, soumettent le sous-continent. L'Inde redevient un rêve lointain pour l'Occident jusqu'en 1505 et l'armada du portugais Francisco de Almeida.
Comme on l'a vu, au printemps 326 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand décide de se rendre en Inde, s'imaginant suivre la trace du dieu grec Dionysos. Mais pour ce faire, il fallait affronter Poros, retranché derrière le fleuve Idpass, avec ses chars et ses éléphants de combat. Combattant pour la première fois ses pachydermes, la victoire, chèrement payée, consolide la réputation d'invincibilité d'Alexandre le Grand. Cependant, la mutinerie de ses soldats qui refusent d'aller plus loin met un terme à l'épopée indienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.